Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter de la couture d'une boucle avec un passant fixe. Ce type de couture va vous permettre de monter des ceintures, des bandoulières de sac, des colliers pour chiens, etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager ma vidéo et si vous recherchez du matériel, un lien est dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage. Voici les outils dont on va avoir besoin pour coudre notre boucle et son passant. Donc j'ai coupé une sangle ici en collé 3,5 mm d'épaisseur, donc ici un tannage végétal naturel. Donc la pointe a été coupée ici avec un fer à bout, mais on aurait très bien pu couper cette pointe avec la demi-lune. La sangle a été coupée avec un coupe-bande, donc soit le couteau mécanique, soit le strap cutter. Comme ici j'ai un collet, les deux outils peuvent être utilisés. Si j'avais utilisé du croupon, je me serais contenté du couteau mécanique parce que là le strap cutter a eu du mal à gérer un cuir aussi dense. Les outils qu'on va utiliser maintenant, typiquement mon fer à mortaise pour faire ma mortaise ici où je laisserai passer l'ardillon de ma boucle. Et ensuite nous aurons différentes opérations comme faire le filet, parer et cointer, c'est-à-dire casser ici légèrement les angles. Nous aurons également à bas carré, faire la teinture, le travail de tranche, etc. Donc maintenant, première étape, réaliser la mortaise. Pour une couture, ici, le milieu de la mortaise, je le place à 5, c'est le petit repère que je me suis fait. Donc ça c'est valable, quelle que soit la longueur de ma mortaise. Je fais jamais moins pour une couture, bien sûr on pourra faire plus. Si je fais moins, ça risque d'être délicat pour avoir suffisamment de couture, enfin de distance de couture pour placer correctement le passant. Donc souvent mon repère c'est 5, mais on aurait pu se mettre un peu plus loin. Donc comme je viens de le dire, c'est le milieu de ma mortaise. Je vais me placer ici. Et bien sûr je centre la mortaise, enfin mon fer à mortaise, voilà. Maintenant refendre que dans la zone de ma mortaise ici. Je vais commencer un peu en amont parce que si je me contente de régler la machine à l'épaisseur que je souhaite atteindre ici, je vais faire une marque sur mon cuir, donc je vais faire comme une sorte de parage. Je vais jouer un petit peu sur les deux manivelles pour que ma lame rentre tranquillement dans l'épaisseur jusqu'à atteindre l'épaisseur que je souhaite, et comme ça on n'aura pas de marque sur la fleur. C'est pour ça que je prépare un petit peu en amont. Donc je vais actionner. Voilà, ça me permet ici d'avoir légèrement désépaissi mon cuir pour que celui-ci se plie plus facilement. Je vais maintenant légèrement parer, parce que ici j'ai quand même encore une certaine épaisseur, je vais essayer de parer autour d'1,5-2 mm. Donc toujours parer sur le granit, ou une pierre lithographique si vous avez, c'est encore mieux. Je vais aussi légèrement casser les angles, donc ça c'est ce qu'on appelle écointer. Ça je peux le faire à la demi-lune, au couteau à parer, et donc on écointe très peu, juste ce petit coin. Si vous le faites trop, ce sera nuisible à la couture parce que je vais me retrouver avec un point ici de couture à cheval. Donc si j'écointe trop fort, mon fil de couture risque de partir un peu à l'extérieur. Vous allez me demander pourquoi j'écointe. Tout simplement parce que ça me fait une zone d'accroche. Une fois monté, ici je vais me retrouver toujours avec mon petit angle et ça fera une zone d'accroche qui ensuite va venir solliciter ma couture. En cassant cet angle, maintenant j'ai plus de prise et donc je ne vais pas solliciter ma couture. Je vais maintenant faire mon filet décoratif. Donc comme je suis ici sur un tannage végétal naturel, je vais le mouiller pour avoir un meilleur marquage. Donc vous pouvez utiliser le formoir en buis ou le formoir en plastique, c'est au choix. L'avantage tout de même du formoir en plastique, ça va être pour la pointe, car je vais pouvoir, comme je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, retirer la tête, ce qui me permet d'être un peu plus précis ici pour bien gérer ma pointe, car il faut toujours, je le rappelle, qu'au niveau de la pointe, mon filet décoratif ne fasse pas une croix. Laisser sécher mon cuir 5 minutes, je vais pouvoir maintenant passer la bacarre. Donc là je le place partout côté fleur
et côté chair quasiment partout, sauf ici à l'intérieur dans ma zone de repli. Donc j'ai prélevé donc un morceau de collet comme je l'avais précisé. Ici, on voit nettement qu'il y a un défaut sur le cuir, il y a eu une marque. Bon, je ne sais pas d'où elle vient, mais on va quand même pouvoir utiliser ce cuir. On va essayer de camoufler ce défaut. Tout simplement ici, j'ai récupéré un vieux bout de moquette qui a une texture. Je vais mouiller mon cuir et je vais passer tout ça sous la presse de façon à apporter une texture à ma sangle et comme ça le défaut sera beaucoup moins visible. Donc je suis maintenant ici sur mon plan de presse hydraulique. Si vous n'avez pas de presse hydraulique, une presse de notaire en écrasant à plusieurs endroits fera aussi le travail. Donc mon cuir est humide, je présente mon petit bout de moquette. Voilà, je mets en route la presse. Donc je commence ici avec une teinture couleur châtaigne diluée avec 70-80% d'eau, ça va me servir de base. Donc là je peux prendre un chiffon pour me mettre au droit de ma mortaise, de façon à faire couler un petit peu de teinture et l'atteindre en même temps. Voilà, comme ça c'est fait. Et lui je peux l'enlever. Donc là, le fait d'être passé à la presse hydraulique a un peu compacté mon cuir. Et donc c'est pour ça qu'il boit ici beaucoup moins vite. Je vais utiliser toujours le châtaigne, mais ici moins dilué. Je suis dilué à environ 50%. Alors j'aurais peut-être pas assez de contraste, mais c'est toujours, vaut mieux y aller progressivement que de vouloir monter trop vite. Donc si j'ai pas assez de relief, de toute façon j'utiliserai après du châtaigne pur. Donc là on va passer au pur. Voilà, maintenant j'ai fini ma teinture. Je vais bien sûr comme d'habitude passer un petit coup de collant pour stabiliser ma teinte. N'oubliez pas non plus, ici au milieu de ma mortaise, de bien plier votre cuir. Il faut en profiter. La votre fleur elle est bien humide, elle acceptera toujours de se plier. Si vous faites ça cuir sec, ici on risque de déchirer la fleur et là c'est bien dommage car il faudra recommencer la sangle. Donc ici, une fois que j'ai plié, je peux remettre à plat, il n'y a pas de problème, ma fleur a été étirée, donc même à sec, je pourrais de nouveau plier. Me reste maintenant à faire mes tranches. Donc pareil, je vais utiliser mon châtaigne très dilué, de la gomme arabique et je vais astiquer. Et je vais également fixer ici en bord de table une barre métallique, ce qui va me permettre d'astiquer facilement mes tranches. Donc j'applique ma teinture à l'aide de mon tampon de laine. Donc ici, je rappelle la version diluée. Parce que de toute façon, l'asticage va me foncer les couleurs. Maintenant, j'applique un peu de gomme arabique. Donc celle-ci est diluée à environ 50% d'eau. Donc de toute façon, ça ne sert à rien voilà, de prendre des versions trop concentrées. Et maintenant, donc je me place contre la règle
Et j'utilise ici mon chiffon de lin sur lequel j'ai mis de la cire d'abeille et je fais chauffer ma tranche. Donc cette opération, on peut aussi le faire à l'aide d'un brunissoir, qu'il soit à main ou monté sur une Dremel. Nous allons donc maintenant déterminer la longueur du passant. Donc j'ai fait le même travail ici sur mon passant que sur la sangle, c'est-à-dire le filet décoratif, j'ai abat carré dessus-dessous. Là maintenant on a besoin de déterminer sa longueur. La largeur d'un passant, en tout cas quand il est cousu main, 9-10 mm de large, c'est très bien parce qu'il va falloir coudre en dessous à un moment donné et je ne peux pas faire trop fin non plus car il me faudrait 2 trous bien placés, solides dans mon passant. Donc pour déterminer la longueur de mon passant, je vais me placer ici, parce que c'est une zone où j'ai commencé ma refente, donc j'ai moins d'épaisseur que dans le reste de ma sangle, et j'ai besoin aussi par contre d'avoir ma pleine épaisseur, car mon passant va devoir gérer bien sûr, quand je serai en situation, l'extrémité de ma sangle. Donc je vais me placer comme ça, je vais bien serrer mon passant, car celui-ci doit toujours être bien ajusté, il aura toujours tendance à s'étirer avec le temps. Donc je le serre bien, je vais faire ici une petite marque où il commence à se chevaucher et ça c'est la longueur de mon passant. Je pourrais aussi faire un passant mobile avec une agrafe à passant, ce serait exactement la même longueur. Règle de l'art, on grifferait par en dessous, c'est-à-dire que je présenterai dans ma pince ma sangle dans cette position pour pouvoir percer et ne pas être gêné par le passant. Car quand je vais percer, si jamais je me plaçais dessus, ce qui serait la position normale, et c'est ce qu'on fera, parce qu'il y a quand même des cas où on ne pourra pas s'affranchir de cette position, quand je vais percer, eh bien, mon passant va me gêner, il va falloir que je réussisse à percer en dessous, et parfois en faisant ça, le risque, c'est de coudre le passant de biais. Donc c'est pour ça que dans les règles de l'art, on a tendance à griffer en dessous et donc percer par en dessous. Il faut juste faire attention quand on perce, bien sûr de ne pas ressortir de l'autre côté du passant. Mais ça nous évite d'avoir à le pousser et donc de le décaler. La couture d'une pièce de résistance, comme des sangles, doit se faire parallèle à l'effort et non perpendiculaire. Car dans ce dernier cas, vous allez créer ce qu'on appelle l'effet chéquier en fragilisant votre pièce de cuir. Pourquoi on peut être amené aussi donc à griffer, et c'est ce qu'on va faire ici, sur le dessus de la sangle, c'est tout simplement si je me pose moi sur une sangle plus large. Je vais me coudre ici sur un autre support, ce qui peut être le cas des montages des ceintures américaines où on a un petit boucletot fixé sur une grosse sangle. Et là bien sûr je ne pourrai pas percer par en dessous. Je serai obligé de percer par la partie supérieure de ma sangle. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va se mettre dans ce cas, qui est la version on va dire un peu la plus difficile pour coudre. Je vais avoir besoin, donc avant d'utiliser ma griffe à molette, de 2 repères. Et pour ça j'ai besoin de mettre ma boucle en place, car je vais avoir besoin de déterminer le point, enfin le dernier trou, qui sera au plus proche de ma boucle. Ici, en serrant fort, on peut voir qu'il se forme un petit vide, un petit triangle comme ça là. Il ne faut pas que l'on puisse voir passer le fil dans cet interstice. Donc je serre fort, je regarde jusqu'où je pourrais mettre mon dernier trou. Voilà par exemple ici. Là, il n'y a pas de danger, on ne verra pas mon fil passer. Ça, c'est un de mes repères. Deuxième repère, je vais avoir à faire ici, comme je l'avais dit en début de vidéo, un point qui sera à cheval, juste par rapport à mon retour ici. Donc c'est ce que je regarde. Ça c'est un point très important. Et donc quand je vais griffer, je vais commencer par celui-ci, car il est impératif que mon trou tombe bien à cheval, ici, bien contre le retour. Par contre, là, j'ai une petite marge, je peux m'arrêter un petit peu avant, un petit peu après, c'est pas très grave. De toute façon, en serrant, j'aurai encore plus de force qu'avec mes doigts. Donc ce repère, c'est un ordre d'idée. Voilà, j'ai une petite marge. Et bien sûr, je vais griffer de ce côté et je vais griffer également de l'autre côté. Comme je l'ai dit, donc je vais commencer par ce repère. Ici, j'ai enlevé la boucle de façon à ne pas être gêné. Donc je place une des dents sur ma marque.
Je place mon épaule sur le pommeau de ma griffe à molette et je griffe. J'ai coupé ici 90 cm de fil en 432, donc fil de lin. Je passe 3 fois sur mon bloc de cire, comme d'habitude. Je vais ensuite placer mes aiguilles. Donc là, ce sont des John James L3912-003 pour ceux qui voudraient la référence. Donc je pique à une longueur d'aiguille. Je repique vers la grande longueur le plus proche possible du premier perçage. Et ensuite, je fais rentrer mon fil, donc le petit côté, si on ne s'est pas trompé, dans le chat. Alors, il est important ici de bien tirer, de venir se bloquer contre le chat avant de prendre la grande longueur et de la faire passer au-dessus du chat. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais commencer ici par faire 4 trous, car j'aurai besoin de 3 points doublés, tout simplement parce que j'ai pris 90 cm de fil, car avec ce seul fil, je vais faire toute ma couture. Ici, je vais m'arrêter, donc un arrêt standard, 3 points doublés. Donc pour des raisons esthétiques, je vais commencer par doubler mes 3 premiers points, et donc faire mes 4 trous. Je replace ça bien, voilà. Donc je commence par les trous, les 2 premiers là qui sont les plus vers moi. J'égalise mon fil, comme d'habitude. L'aiguille qui est la plus proche de moi remonte, comme d'habitude. Et là, je continue à monter bien sûr pour aller chercher mes 2 trous. Et comme je suis en train de remonter, derrière je ne fais pas ce petit mouvement de fil sur l'aiguille. Là, je peux éventuellement utiliser la laine ronde qui va me permettre de réagrandir un petit peu mes trous sans blesser mon fil. Et donc, comme je couds maintenant vers moi, je suis en train de doubler mes 3 premiers points. Je peux ici, à titre exceptionnel bien sûr, pré-percer, parce que je n'ai que 2 épaisseurs. Le passant, il ne faut surtout pas donc l'oublier, va venir créer une surépaisseur ponctuelle qui va nous gêner un petit peu dans le perçage. Donc autant en profiter, ici on a très peu de trous à faire. Donc on va pré-percer sans le passant, ce qui va nous permettre d'avoir quand même une qualité de perçage qui sera donc de meilleure qualité que si j'avais le passant. À ne pas oublier que mon dernier trou ne doit percer qu'une seule épaisseur et passer bien nos bords de mon retour qui se trouve derrière. Maintenant, je présente mon passant qu'il faut placer bien sûr dans le bon sens. Donc là, je vais avoir la croûte visible et je vais placer l'extrémité de mon passant à peu près au milieu de ma sangle. Voilà, donc là, je vérifie, comme je vous ai dit, que j'ai bien 2 trous placé correctement, donc solide dans mon passant, et je reprends ma couture. Et donc là, je n'aurai à percer, bien sûr, que le passant. Je réalise mon dernier point normalement. Voilà, et maintenant je vais changer de côté.
Donc pour ce faire, je vais faire un point doublé. Je vais revenir en arrière, mais chaque aiguille ne va traverser qu'une seule épaisseur. Donc l'aiguille qui est ici, sur le côté visible de ma sangle, passe, donc fait un point en arrière et traverse qu'une seule couche pour se retrouver ici à l'intérieur. Donc la seconde aiguille fera de même avec ce morceau de cuir et se retrouvera également entre les deux couches. Donc la seconde aiguille, également je fais un point arrière et je ressors entre les deux couches. Je vais maintenant, alors je fais attention, je laisse mon fil un petit peu en bas pour ne pas venir le sectionner. Je vais pré-percer mes deux premiers trous. Donc bien sûr un qui va traverser les deux couches et un qui va se retrouver donc juste au bord, qui ne traverse que ce cuir. Je vais maintenant prendre mes fils, les torsader un petit peu entre eux. Et je vais faire passer une aiguille, je vais mettre là, hop. Je passe toujours côté chair vers la fleur, donc sur le trou où j'ai un vis-à-vis. Le dernier trou ici, je le laisse tout seul, je vais venir le chercher juste après. Donc là voilà, j'ai une aiguille qui traverse mon cuir visible et une aiguille qui traverse ici le retour en venant de la chair vers la fleur. Je vais donc maintenant chercher mon trou qui est tout seul. Je couds vers moi, donc je vais le doubler, et donc j'aurai exactement la même esthétique que la couture que j'ai faite juste à côté. Voilà. Comme précédemment, je peux profiter de l'absence pour le moment de mon passant pour pré-percer, ce qui va m'assurer une facilité de perçage. Et maintenant surtout, je n'oublie pas de mettre mon passant parce que là il est caché dans ma pince, on aurait vite fait de le laisser justement caché et là on serait un petit peu embêté, on en aurait cousu que la moitié. Donc je le mets bien à l'intérieur et surtout je veille aussi à ce que ces deux extrémités à l'intérieur viennent en contact parce que c'est comme ça que je l'ai patronné. Donc là de cette façon il aura la bonne longueur. Voilà. Je continue ma couture. Et ce que l'on va faire juste après, pour limiter les risques de venir coudre le passant de biais, c'est que plutôt que de le chercher à le percer comme ça en venant de face, et c'est le risque que j'évoquais au cours de cette vidéo, c'est qu'en essayant de venir le percer, je vais risquer de le décaler. Et pour ça, pour éviter ce petit problème, je vais simplement retourner ma sangle et percer mon passant comme ça par derrière. Attention ici, il y a un petit piège. Mon aiguille ne doit pas faire le tour du passant. Si on ne fait pas attention, on va venir chercher le trou suivant et on aura laissé le fil au-dessus. Il faut ici bien passer sous le passant avant de poursuivre.
Voilà, maintenant le plus dur est passé, je termine ma couture. Je vais bien sûr réaliser mes 3 points d'arrêt doublé. Et il me restera une dernière opération qui consistera à mettre en forme mon passant. Donc comme d'habitude, je vais couper mon fil à ras, mettre à l'aide de la laine ronde une petite pointe de colle vinylique sur mon fil de façon à ce qu'on ne le revoie pas. Je vais maintenant à l'aide du mandrin et d'un marteau ivoire mettre en forme mon passant. Je pourrais éventuellement le laisser comme ça, hein, il est tout à fait fonctionnel, mais dans les codes, on aime bien que le passant ici ait des angles un petit peu au carré. Donc on va rentrer notre mandrin sans trop forcer parce qu'il est encore un petit peu humide et donc il aurait vite tendance à s'allonger. Donc je vais mettre en bordure de mon granit et à l'aide du marteau, je le mets en forme.